Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Millet. Guillaume, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, Guillaume, tu es professeur et chercheur en physiologie du sport, surtout spécialiste de l'ultra-endurance. Tu es également auteur de plusieurs ouvrages de référence dans le monde de l'ultra, avec notamment Réussir son UTMB paru en 2017, et Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, réédité en 2022. C'est également à toi qu'on doit le grand fantasme du trailer, le Weekend Shock. C'est vrai tout ça? C'est vrai, c'est moi qui ai inventé ce concept, ouais. Mm. Heureusement que tu as inventé ça, sinon le trailer ne saurait pas quoi faire de ces week-ends, ça serait bien dommage quand même. C'est ça, mais attention, j'ai un scoop. Si on fait ça le lundi et le mardi, ça marche quand même. Ah bah non. Ah non, bah moi je pensais que c'était que samedi dimanche. Bon, dommage. Il faudra trouver autre chose pour ruiner les week-ends des conjoints et conjointes d'Ultra Trailer. Mais Euh, attention, blague à part, le week-end choc n'est pas là que pour ruiner le week-end. Au contraire, ça peut être l'occasion de faire du sport ensemble, y compris quand il y a des différences de niveau. Parce que moi, le premier week-end choc que j'ai fait, ou même plusieurs, c'était avec mon épouse, qui est sportive, mais qui n'était pas une grande coureuse. Et je faisais de la course tout seul le matin tôt, de nuit. Ensuite, on randonnait toute la journée ensemble et je retournais courir le soir. Donc, le week-end choc n'est pas là que pour ruiner les couples. Bien. En tout cas, c'est pas de ma faute si c'est parfait, ça, on peut lier un peu l'utile à l'agréable, c'est pas mal. Bon, on reviendra dessus. Ce que je te propose, c'est que dans cet épisode, j'ai un peu orienté ça sur deux grandes parties. Dans un premier temps, je souhaiterais qu'on échange autour d'un de tes sujets de prédilection, à savoir la fatigue, et plus précisément la fatigue chez le sportif d'endurance, bien sûr. Et j'ai notamment pas mal de questions sur ton célèbre modèle de la chasse d'eau, ou flush model en anglais, ça sonne toujours mieux en anglais, c'est fou ça. ça. Et donc voilà, donc c'est un modèle qui met un peu en avant le rôle de la fatigue centrale dans la perception de l'effort. Et dans un second temps, je souhaitais aussi te recevoir pour parler de ton dernier projet un peu fou, hein, on se demande un petit peu comment ça va être possible. Le projet 0 to 100, où l'idée est d'accompagner de parfaits sédentaires, hommes et femmes, à courir la CCC. Donc la CCC, c'est une course de l'UTMB qui fait 100 km. Pour ceux qui ne savent pas, il y a à peu près 6000 mètres de dénivelé positif, donc c'est un joli morceau. Mais voilà, avant de rentrer dans ces deux thèmes, peux-tu nous partager rapidement ton parcours et nous expliquer comment tu en es venu à t'intéresser à cet aspect du sport et de l'ultra-endurance? Ouais, pour le parcours, on va pas passer des heures dessus. Je crois pas que ça soit le plus intéressant. Juste, quand même dire que j'ai eu la chance de naître dans le Jura. Alors, c'est pas que c'est le plus beau pays du monde. Enfin, si ça l'est, mais tout le monde dit la même chose. C'est pas Mais vilain quand même. d'être né dans un endroit où je pouvais mettre les skis au pied dans mon garage et aller faire du ski de fond, du ski alpin, une piscine à 100 mètres, etc. Avec une famille de sportifs. Mon père qui était prof d'EPS et qui nous a, enfin avec mes parents aussi, hein, pas que mon père, mais qui nous a emmenés très tôt sur les pistes, au bord des terrains, etc. Et donc de grandir dans cette ambiance sportive et qui fait que voilà, j'ai eu le goût du sport assez vite, de la compétition, mais sans les dérives de la compétition. Voilà, mon père était quand même assez attaché à ça. Et voilà, donc ça, c'est une grande chance d'avoir des parents comme ça ou une famille comme ça. Et naturellement, effectivement, je me suis destiné vers des études à l'époque, la recherche en sciences du sport était quand même assez balbutiement. Donc, c'était plutôt dans l'idée de devenir professeur d'éducation physique et sportive. Et puis finalement, j'ai découvert la recherche en cours de cursus et ça m'a plu assez vite. Et donc voilà, j'ai basculé sur un master qu'on n'appelait même pas à tel point, pour montrer à quel point je suis vieux, on n'appelait même pas ça encore master à l'époque, on appelait ça maîtrise et DEA. Mhm. Les plus anciens sauront de quoi je parle, mais bon, c'était ça un master et puis donc un doctorat en sciences du sport dans la foulée. Ok, et en parallèle de ça, tu as quand même, je sais pas si on peut dire une carrière sportive, mais quand même un niveau sportif intéressant à ce moment-là.
Est-ce que voilà, c'était en même temps? T'as pratiqué ton Ouais, sport? alors moi j'ai fait un sport-études de ski de fond. Mon sport d'origine c'est le ski de fond. J'ai fait un sport-études de ski de fond à Pontarlier et puis au moment de passer un peu le cap de le vrai haut niveau, j'ai refusé l'obstacle. Enfin, on m'a refusé l'obstacle plutôt, mais je pense pas que j'avais le mental pour être. Je pense que j'avais le physique. J'avais une assez bonne VO2 max qui m'aurait permis pas d'être champion du monde, mais peut-être même d'accéder à l'équipe de France. Mais par contre, j'avais sans doute pas, hein, il y a sûrement une raison, hein, il n'y a pas de hasard, peut-être pas le mental pour être athlète de haut niveau. Et en tout cas, j'ai pas été accepté. À l'époque, il y avait un lycée d'été à Albertville et j'avais pas été accepté en terminale. Et donc, il était hors de question que j'arrête mes études, évidemment. Donc, je suis revenu sur une terminale classique et j'ai repris le ski de fond. Alors, pas à haut niveau, mais dans un team privé comme il y a maintenant en trail, hein, les teams de trail. Mhm. Donc à l'époque, ça s'appelait Écureuil Massif Jurassien, toujours chez moi. Alors, j'étais un peu le porteur d'eau hein, des champions de l'époque, qui s'appelaient Hervé Ballan ou des Philippe Blanc-Clément, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'ils font. Mais voilà, donc je me suis fait un petit peu plaisir. Ça, c'était pendant ma thèse, effectivement. Donc c'était voilà, pas du haut niveau, mais disons que je sais ce que c'est que de mettre un dossard et d'avoir le goût du sang dans la bouche. Donc, t'es allé pas très loin du haut niveau quand même. Et Oui, le mais trail, il y a vraiment une différence entre pas très ouais. loin du haut niveau et le haut niveau avec la vie d'athlète de haut niveau, etc. Et voilà, après, j'ai côtoyé des vrais sportifs de haut niveau dans ma carrière, mais moi, je ne l'ai jamais été. Ok, et du coup, cette passion, si on peut dire, du trail, alors à l'époque, il y a une quinzaine, vingtaine d'années même, on appelait ça de la course en sentier, de la course en montagne. On courait juste là où on pouvait courir, quoi. Donc si tu étais dans le Jura, bah, tu courais dans les forêts jurassiennes. C'est arrivé un peu plus dans la foulée? Bah, c'était très concomitant effectivement à ma carrière avec un petit C de skieur de fond, parce que finalement le skieur de fond faisait du trail sans le savoir, puisque nous l'été on allait courir avec les bâtons, enfin surtout de l'ultra trail en fait, on allait marcher en montagne, courir dans les forêts effectivement avec ou sans bâton, mais parfois avec bâton, on appelait ça de la marche à ski à l'époque. Et finalement quand l'UTMB est arrivé, je me suis dit bah en fait c'est ça que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, marcher avec les bâtons. Et ouais, c'était donc ça m'a plu tout de suite. Donc j'ai pas pu faire le premier UTMB, j'ai fait le deuxième, donc en 2004, et ça a plutôt bien marché. Alors, le premier, j'ai pris une grosse gamelle. Enfin, au final, je crois que j'ai dû faire 30e, donc c'était pas pire que ça, mais par rapport à, je me disais, il y a moyen de faire mieux quand même. Je pense que tu es capable de faire mieux, et de fait, l'année d'après, j'ai fait 4. Et voilà, en changeant du coup, en réfléchissant tout de suite sur ce que j'avais mal fait, et notamment en termes de préparation à la descente. Et c'est un peu de là aussi qu'est né le week-end shock dont tu parlais, en disant comment on fait pour se préparer musculairement. Et après, le week-end shock, bien sûr, a d'autres vertus que la préparation musculaire, mais ça reste quand même un petit peu la base. Et voilà, c'est effectivement ma pratique personnelle et c'était le tout début de l'ultra. Hein. L'UTMB, c'est quand même, même s'il y a eu les Templiers en 95, etc. Mais globalement, l'ultra trail a vraiment explosé avec l'UTMB. Je pense que personne n'irait à l'encontre de cette assertion. Mais voilà, donc moi, je suis arrivé à ce moment-là et c'était l'occasion de se dire, bah oui, il n'y a rien qui existe. Comment on fait pour se préparer à l'ultra et avec d'autres, évidemment, je n'étais pas tout seul. On a commencé un petit peu à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et voilà, de là est né le concept des week-end shocks. Ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, l'UTMB, j'en profite, t'es modeste, mais tu fais trois fois l'UTMB tu termines trois fois l'UTMB dans le top 6. Hmm. C'est pas rien. Aujourd'hui, quand même, attention. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. c'était déjà la course que tout le monde voulait faire et tout le monde voulait gagner. Mais la densité n'était pas la même qu'aujourd'hui, c'est évident. T'as couru jusqu'à quand l'UTMB? T'as connu l'époque Marco Olmo? Oui, c'était ça mes années en fait. C'est quand je fais 4, c'est lui qui gagne. Hmm. Ok. Il me semble. Ou quand il a dû faire troisième quand je fais 4 et il gagne quand je fais 5 et 6, je crois. Parce que même si le style a changé, hein, quand on voit Marco Olmo et ceux d'aujourd'hui, c'est assez rigolo. Les temps sont loin d'être ridicules, quoi. Oui, oui, enfin, naturellement, ouais, pardon, je te coupe naturellement quand les disciplines sont aussi jeunes que ça, même sans rien faire, naturellement, il y a de plus en plus de monde qui vient, etc. Le niveau augmente naturellement. Donc, mais oui, c'était pas ridicule. C'est sûr que ça va quand même beaucoup plus vite maintenant. Ouais, Maintenant, si on prenait les athlètes d'aujourd'hui, qu'on les préparait comme pardon, les athlètes d'hier, qu'on les préparait comme aujourd'hui, ils iraient aussi beaucoup plus vite. Donc, bien c'est pas sûr. que les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs, c'est qu'ils ont et ça, c'est pas vrai uniquement en ultra trail, c'est vrai en général. C'est pour ça que c'est difficile de comparer les époques. Bon, Mm. là, on n'est qu'à 20 ans d'écart, donc c'est pas non plus des générations et des générations, mais quand même, de dire qui est de Jess Owens ou des sprinteurs actuels est le meilleur, c'est difficile. Mais oui, Jess Owens qui courait aujourd'hui, il ferait pas le temps qu'il faisait à l'époque, c'est évident. Et je parle même pas que du matériel ou de la piste.
Effectivement, du coup, on t'est revenu un petit peu sur l'aspect du week-end shock. Je vais me servir de ça pour faire le lien avec le premier thème de la fatigue. Le week-end shock est pas seulement là pour venir simuler l'effort physique, mais aussi l'effort un peu global et mental qu'on va devoir affronter sur une épreuve qui va durer plus de 20 heures, 20, 30, 40 heures. Euh, c'est à ce moment-là justement que tu as commencé à te pencher sur cet aspect fatigabilité de l'organisme, du système physique, c'est fatigue nerveuse ou c'est arrivé plus tard? Non, ça c'est pas en lien avec le week-end shock. Si je suis même tout à fait honnête, je dois bien dire que le fait qu'effectivement on peut se servir des week-end shocks pour travailler des habiletés mentales que l'on aurait de façon aussi spécifique que l'on aurait pu travailler à Hmm, d'autres moments, ça m'a même plutôt été soufflé. C'est pas moi qui l'avais d'accord. théorisé entre guillemets au départ. Non, non, c'était plutôt quand même le concept de spécificité. Comment on fait pour faire du travail spécifique? Donc comment on fait Hmm, pour se préparer musculairement? Comment on fait pour marcher longtemps? Et pas que courir en montée notamment. Comment on fait pour tester son matériel, tester son alimentation, etc. Bah oui, maintenant c'est un peu évident, mais oui, en faisant des week-ends comme ça qui se rapprochent bon, c'est une idée basique, encore fallait-il l'avoir, mais voilà. Donc, mais après, oui, c'est effectivement le moment de travailler aussi ses habiletés mentales. Non, non, l'aspect fatigue. Alors, attention, quand on parle de fatigue centrale, fatigue mentale, c'est pas tout à fait la même chose. On va y revenir un peu en oui, détail si tu le souhaites par la suite. Mais non, non, moi, ça m'est venu plutôt pour le coup, de par mon métier, puisque j'ai mon premier poste de maître de conférence à l'université, ça a été à Dijon, et il y avait un laboratoire qui s'intéressait à la fonction neuromusculaire. Et qui dit neuromusculaire, bah, dit pas que musculaire, dit aussi neuro. il y a neuro, oui. Voilà, donc pas c'est différent de mental, hein, le neuro. Là, d'un côté, on est plutôt sur les neurosciences et d'un côté, plutôt sur les sciences humaines, on va dire, au sens large. Mais en tout cas, pour le côté neuromusculaire, oui, c'est quand je suis arrivé à Dijon et que j'ai été un petit peu initié à ces techniques, notamment par un collègue que je profite pour saluer. Je pense pas qu'il écoutera le podcast encore, qui s'est mis à courir, il s'appelle Alain Martin, qui m'avait un petit peu initié, qui était déjà au laboratoire. Eh bien, j'ai appliqué eux, ils s'intéressaient pas à la fatigue ou peu à la fatigue, et encore moins à la fatigue, évidemment, après des efforts extrêmes. Mais appris les techniques là-bas que j'ai réutilisé assez vite. Ma première étude, c'était au Templier, Ok. grâce à Bertrand Odile Baudrier qui m'avait accueilli avant que les Poletti m'accueillent à l'UTMB, qui m'avait accueilli sur les Templiers. On avait fait notre première étude là-bas qui a été publiée en 2002. Donc, tu vois, ça remonte à quelques années en arrière maintenant. Et effectivement, donc depuis ce temps-là, j'ai travaillé sur cette fatigue neuromusculaire. Et depuis, je travaille encore sur cette fatigue des athlètes, et notamment des athlètes extrêmes ultra-endurant, mais également sur la fatigue des patients et de plus en plus sur la fatigue des patients. Avec des collègues ici du CHU, on essaye d'utiliser l'activité physique comme un moyen de soulager cette fatigue chronique qu'ont les patients, qui n'est pas choisie, contrairement à la fatigue des athlètes. Mais voilà, je voulais juste dire un mot de ça, et puis je sais qu'aujourd'hui, on va plutôt parler de sport, et c'est Oui, très c'est bien. ça. Mais tu peux, on peut glisser un petit mot parce que c'est hyper intéressant et ouais, je t'en avais parlé quand je préparais l'épisode sur le bouquin que tu as sorti, le dernier, Défatiguez-vous, justement, de remettre, de défatiguer les gens, justement, de fatigue chronique, comme tu viens de dire, par du sport. Oui. Et ouais, c'est hyper intéressant. C'était juste le petit mot. Merci. Je vais juste citer mes deux co-auteurs. J'aime bien quand on Vas-y. parle de ce livre de parler de deux co-auteurs, David Dupin et Baptiste Morel. Voilà, je ne l'ai pas écrit tout seul, celui-là. Ouais, je recommande évidemment et c'est super intéressant. Euh, on reglisse du coup, je te laisse continuer justement pour pas faire d'impair. Tu étais en train de m'expliquer un petit peu ces différences. Fatigue mentale, fatigue centrale, fatigue neuromusculaire et justement en venir gentiment à ton système ou à ton modèle, au modèle que tu as mis en place pour justement imager cette fatigue. Oui. Alors, effectivement, la fatigue mentale, qui est, je m'empresse de le dire, pas mon domaine en réalité. Moi, quand j'ai travaillé, quand je courais, je me commençais à m'intéresser, donc voilà, il y a une vingtaine d'années à l'époque, à la préparation mentale grâce à François Castel, qui est un copain qui a écrit la partie prépa mentale de mes OH. Et voilà, donc on a travaillé un petit peu ensemble. Bon, c'était déjà un petit peu la fin de ma carrière. Et puis, comme je l'ai dit, j'étais pas athlète de haut niveau, donc j'avais pas non plus des heures et des heures. Mais déjà, j'étais intéressé par cet aspect-là. Mais ça n'a rien à voir avec la fatigue centrale que j'étudiais par ailleurs
dans mon métier et que j'ai appliqué après aux coureurs de trail et d'ultra trail. La fatigue centrale, c'est vraiment l'incapacité du système nerveux. C'est pas que le cerveau, et peut-être même que le cerveau est pas vraiment dans le coup. Mais en tout cas, c'est le système nerveux qui est incapable de contracter les muscles au maximum, comme s'il y avait un frein. De la part du système nerveux, une espèce d'autoprotection en disant ben non, non, là, le muscle, enfin les muscles, l'organisme a déjà pas mal souffert, donc on s'empêche le cerveau empêche, enfin le système nerveux empêche d'aller trop loin dans l'effort en bridant la contraction musculaire maximum. Donc on n'est plus capable. Et comment on fait pour objectiver ça? Ben, en fait, c'est très simple. On demande aux athlètes de contracter au maximum leurs muscles et on envoie une décharge électrique. On envoie une décharge surimposée à la contraction maximale. Et si l'athlète, comme c'est le cas au début, quand il n'est pas fatigué avant la course, s'il est pas malade, etc., pas fatigué, eh bien, quand on stimule, il se passe rien en fait. Il est de lui-même capable ou elle est capable de contracter l'ensemble de ses fibres musculaires. Par contre, une fois que tu as couru l'UTMB, c'est pas du tout la même chanson. C'est-à-dire que là, la force va être beaucoup plus basse, mais surtout quand on va stimuler, on va être capable de regagner un petit peu de force. Et ce déficit, cette force que l'on peut, ce surajout de force que l'on peut quantifier avec nos capteurs, de façon très facile, eh bien, c'est ça qui va nous renseigner sur l'incapacité du système nerveux à contracter au maximum. C'est-à-dire que le muscle est capable de faire plus, mais la volonté de l'athlète l'empêche et son cerveau tire un peu le frein à main et l'empêche de le faire. Voilà, c'est ça C'est ce la que tu, définition. ce que tu Et peux pour nous, appeler c'est la... notre définition de la fatigue centrale. Ah, merci beaucoup. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est ça qu'on peut appeler la réserve, justement? Oui, c'est la réserve mais la Parce que... réserve de contraction maximum. Et c'est pas la même chose que la réserve de sécurité du modèle. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ok. Non, non, non. C'est justement, c'est important effectivement de ne pas faire la confusion entre les deux. Ce déficit central à la contraction maximum, c'est différent, relié ou pas, j'en sais rien, peut-être pas d'ailleurs, à la réserve de sécurité qui est tout à fait théorique dans le modèle que l'on va expliquer dans 2 minutes. Non, non, ce sont deux choses différentes. Ok. Et puis après, donc, juste pour terminer avec la fatigue neuromusculaire, on s'intéresse bien sûr à la fatigue du muscle aussi, parce qu'il n'y a quand même pas que le système nerveux qui souffrent, Mhm. mais il se trouve que juste après la course, ce qui explique en majorité, ça peut être à 50%, des tiers, parfois trois quarts dans certaines études, notamment quand on avait fait une étude sur 24 heures de tapis roulant. On avait fait ça en 2008. Voilà, c'était Hmm. presque aussi fou que le projet Zéro Toussaint dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, c'est effectivement le système nerveux explique en grande partie l'incapacité de l'organisme à contracter ses muscles au maximum, mais quand même les muscles souffrent aussi évidemment. Et pour le quantifier, cette fois on utilise encore la stimulation électrique, mais cette fois sur des muscles qui sont complètement relâchés. Et donc si la même stimulation électrique induit moins de force, ben, ça veut dire que le muscle a souffert. Et donc là on quantifie de cette façon la fatigue musculaire cette fois. Donc, on a Ok. une idée de la part centrale et de la part musculaire, c'est-à-dire périphérique. Voilà comment on détermine cette fameuse fatigue centrale et périphérique. Mais tout ça, c'est en lien, bien sûr, avec ce qui va se passer pendant la course, parce que si les muscles sont fatigués, bien sûr, ça va se ressentir sur la performance. Si le cerveau ou le système nerveux souffre, ça va se sentir sur la performance. Sauf que quand même, c'est pas du tout comme ça que l'on peut expliquer pourquoi les gens ralentissent pendant une course, pendant un ultra. On peut expliquer éventuellement pourquoi un coureur de 100 mètres ou de 200 mètres diminue sa vitesse, mais au-delà de presque de 200 mètres ou 400 ou 800, j'en sais rien, en tout cas, sûrement pas 800, sûrement, je ne sais pas, 200, c'est ce qui prend le relais, c'est justement une décision, consciente ou inconsciente, de continuer à appuyer sur l'accélérateur. Et typiquement, en tout cas, je ne sais pas quelle est la limite de distance ou de durée, mais en tout cas, pour un trail et encore plus un ultra trail, c'est évident qu'à n'importe quel moment de la course, on peut accélérer. Donc, on décide bien de nous-mêmes de ralentir. Et cette décision, elle est prise au regard de plusieurs facteurs qui sont bien sûr de ce qui reste à accomplir. Donc en se disant, est-ce que je vais vraiment être capable de supporter ce niveau de perception de l'effort, ce niveau de douleur pendant les X heures qui me restent à... Alors on ne calcule pas comme ça dans la tête, mais en tout cas on fait ce calcul de façon des Ah, fois un bien peu sûr. inconsciente, en disant, ben là je souffre quand même et je suis seulement à Courmayeur, ouais, c'est pas gagné quoi. Et puis bah, sur ça, ça va dépendre aussi de la perception de l'effort que l'on a actuellement, bien sûr. Et c'est là que le modèle de la chasse d'eau, effectivement, est né, c'est de se dire,
cette fatigue neuromusculaire que l'on mesure, et que l'on mesurait déjà, je crois que le premier papier enfin, le seul papier scientifique, après derrière j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai quand même publié un article dans une vraie revue scientifique sur le modèle de la chasse d'eau. Il a été publié en 2011, donc ça faisait déjà quelques années, hein, parce que j'ai dit que mon premier papier sur la fatigue neuromusculaire, c'était en 2002, donc il y a eu une dizaine d'années entre les deux. Et je me suis dit, bah oui, non, c'est évident que l'on ne peut pas expliquer la performance, la baisse de vitesse sur les courses uniquement avec cette fatigue neuromusculaire. Donc, quel est le facteur déterminant? Ben, le facteur déterminant, c'est la perception de l'effort. Comment tu te sens, qui Oui. va dépendre bien sûr de cette fatigue neuromusculaire, mais pas que. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce modèle de la chasse d'eau, où le niveau d'eau dans la cuve est finalement la perception de l'effort, slash la douleur, enfin tous les sentiments un peu désagréables que l'on peut avoir lorsqu'on se met à courir et qu'on commence à se fatiguer. Donc, comme pourquoi la chasse d'eau? Parce que l'idée, c'est de dire que dans une chasse d'eau, avant que la chasse d'eau déborde, ben, on a ce système d'arrêt qui empêche la chasse d'eau de déborder. Et bien ça, c'est le cerveau. Et effectivement, donc la différence, c'est que la chasse d'eau, elle s'arrête toujours au même niveau. 2 cm avant le haut, alors que pour l'athlète, s'il fait par exemple de la préparation mentale ou un athlète qui prendrait des excitants, etc., bah, il peut réduire cette réserve de sécurité. Donc les 2 cm de la chasse d'eau, ça correspond à ce que j'appelle la réserve de sécurité. Pourquoi je trouve que l'image elle est bonne, c'est que de la même façon qu'une chasse d'eau qui est bien réglée, normalement elle déborde pas, eh bien un athlète qui ferait pas n'importe quoi, qui prendrait pas de médicaments, de choses comme ça, ben normalement il s'autoprotège, c'est-à-dire qu'il a ce système de sécurité qui l'empêche d'aller trop loin dans l'effort et personne ne meurt d'épuisement. Les êtres humains en tout cas ne meurent pas d'épuisement. Contrairement aux animaux, certains animaux. Potentiellement. Alors après, peut-être qu'à l'époque des galères ou C'était autre des marques chose. napoléoniennes, voilà, peut-être que ça arrivait, mais en tout cas, quand on n'est pas contraint et forcé, si c'est pour une compétition, quelle que soit la motivation ou les récompenses, ben, on s'arrête avant d'aller trop loin. À condition, bien sûr, de ne pas prendre de médicaments qui suppriment ces signaux d'alerte, qui Hmm. altèrent cette perception de l'effort. Voilà donc l'idée. Puis la chasse d'eau est aussi intéressante parce qu'elle permet d'expliquer donc le déterminant ultime de la performance qui est cette perception d'effort et qui a d'autres avantages. Par exemple, lorsque l'on est fatigué avant de prendre une course, qu'on a mal dormi, qu'on a une espèce de fatigue mentale mais qui n'est pas liée à la course, eh bien ça correspondrait à je pars le départ avec déjà de l'eau dans la cuve. Je pars avec un niveau de perception de l'effort. Il y a des études qui l'ont montré, que ce soit sur la privation de sommeil, sur la fatigue mentale, qui montrent que lorsque l'on est dans cette situation-là, eh bien, on commence à courir avec une perception de l'effort qui est plus haute qu'elle devrait. Et ça veut dire que, ben, il faut tout faire pour partir avec le niveau d'eau le plus bas possible dans la cuve. Donc, il y a des applications aussi pratiques. Elle peut expliquer comme ça toute la performance. Donc, c'est pour ça que je pense, évidemment, je ne suis pas objectif, hein, c'est mon modèle, mais et il est très largement inspiré du gouverneur central, qui était le premier à dire que oui, c'est le cerveau qui est le déterminant ultime. Alors, c'est pas que Tim Noakes, hein, il y a eu d'autres auteurs qui avaient. Alors, c'est quand même le premier, je pense, Tim Noakes, qui a Hmm. vraiment popularisé en tout cas ce concept-là. Mais voilà, il y a eu d'autres auteurs comme Marc Aura, Ben Kaiser, etc., qui ont aussi parlé un peu de ça. Mais je trouve que le modèle de HSO est plus complet que le gouverneur central. Mais celui qui a été vraiment décisif, c'était le gouverneur central et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais je pense que c'est mieux que le gouverneur central, le modèle de HSO. Mon avis est un petit peu biaisé. Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est ce côté, ce que ce que tu viens de dire là en une phrase, la perception de l'effort, le déterminant ultime de la performance. Hmm. C'est quand même, Pour enfin, je les sais pas, efforts d'endurance, à partir d'une certaine euh, durée, bien sûr, hein. bien sûr, ouais, ouais, ouais. Si je fais un 3 RM sous une presse, c'est pas C'est la ce que peine. j'allais dire, ça marche pas pour un coureur de 100 mètres, Hmm. ou moins. Mais ouais, pour de l'endurance ou de l'ultra-endurance, ce qui nous intéresse là, c'est quand même le déterminant ultime de la performance, c'est quand même énorme. Moi, du coup, qui suis plus sur la partie mentale et comment justement trouver des outils pour aller diminuer cette perception de l'effort. Pendant des années, on s'est demandé à quoi servait peut-être la préparation mentale, si c'était vraiment concret, pas concret, avec quels outils. Là, bon, ça donne quand même une indication assez importante. C'est quand même intéressant. Oui, pour moi, elle peut servir à au moins 3 choses. La première, c'est déjà se donner des outils un petit peu de relaxation, etc., pour démarrer avec le niveau d'eau le plus bas possible. Par Mm. exemple, les gens qui sont un petit peu anxieux avant le départ ou ça les empêche de dormir, etc. Donc, ça peut servir à ça.
Deuxième chose, ça peut évidemment diminuer le taux de remplissage de la cuve avec des stratégies mentales que tu connais mieux que moi. Mmh. Et puis, ça peut aussi permettre justement de diminuer la taille de la réserve de sécurité avec des stratégies de motivation, etc. Donc, au moins sur ces trois aspects-là, voilà, c'est pas nouveau, mais c'est imagé. Et le modèle de la chasse d'eau, il a cet intérêt pédagogique, effectivement, de pouvoir appliquer différentes techniques. Et bien sûr que ce n'est pas qu'une histoire de mental. Quand on dit tout est dans la tête, moi, je réponds souvent, ah oui, tout est dans la tête, mais qui est quand même bien renseigné par ce qui se passe dans le corps. Et justement, je reviens à ce mot de perception, pour moi, c'est le mot qu'il faut pas rater. C'est pas justement l'effort en lui-même, c'est pas je dois faire, on parle de l'UTMB 170 et 10 000 de dénivelé, c'est la perception que j'en ai. C'est comment ça va être si au 80e kilomètre, je suis à bout et que j'ai fait, je sais pas, et ça s'est mal passé et j'ai commencé avec une cuve un peu remplie ou voilà ou un déficit de sommeil, ça va être la même chose qui va me rester à faire, mais je vais le percevoir différemment et du coup, ça va être ça qui va couper plus ou moins les vannes de mon corps. Ah, et c'est là où le cerveau va se dire, ben non, là, je vais pas y arriver. Si je C'est ça. continue à monter avec ce même régime, je vais atteindre ma réserve de sécurité. Donc, avant d'arriver à ça, eh bien, je vais m'auto-censurer, je vais réduire ma vitesse de course. Sinon, ça va pas, c'est pas possible. C'est trop de souffrance, trop de douleur. Et alors après, ce qu'on n'a pas dit encore, après c'est théorique, hein, autant les mesures de fatigue centrale, etc. Ça c'est publié, c'est objectif, etc. C'est plutôt quels sont les déterminants de la perception de l'effort. Ouais. Et de mon point de vue, enfin, qui est partagé par certains scientifiques, il y a deux aspects principaux, même si tout le monde n'est pas d'accord en réalité avec ça. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes de feedback et de feed-forward. Ah Là oui. encore, en anglais, ça fait un petit peu plus classe. Mais bon, feedback, tout le monde sait ce que c'est, au moins feed-forward un peu moins, mais je vais expliquer. Donc le Mhm. feedback, en gros, c'est tout ce qui se passe à la périphérie qui va renseigner toutes les informations de douleur, de difficulté, etc. Donc là, on est plutôt sur la douleur d'ailleurs mais sur les sensations, on pourrait dire nociceptives en général. Typiquement, ça comprend d'ailleurs des choses aussi. C'est pas seulement j'ai mal aux jambes, c'est pas seulement j'ai mes tendons qui coincent ou mes genoux qui coincent un peu, c'est j'ai mal au bide, c'est j'ai des ampoules, etc. Ça peut être tout ça, quoi. J'ai des frottements, donc ça participe à ce sentiment un peu général de ouais, je me sens pas bien, quoi. J'ai pas envie que ça empire. Donc ça, c'est les mécanismes de feedback, on va dire. Et puis en parallèle, on a les mécanismes de feed-forward qui sont plus liés cette fois à la perception de l'effort en tant que tel. Feed-forward, c'est quoi? Ben, c'est typiquement quand mes muscles se fatiguent. J'ai dit, ça arrive aussi, hein, bien sûr, quand on court, les muscles sont fatigués. Si je veux continuer à courir à la même vitesse, si mes fibres musculaires sont fatiguées, je suis obligé de recruter d'autres fibres musculaires pour venir à la rescousse. Et donc, j'augmente mon message, mes influx nerveux efférents, cette fois, donc depuis le cerveau jusqu'au muscle, évidemment, hein, tout part du cortex moteur. Et en faisant ça, je fais, d'après certaines théories en tout cas, une copie de ce message en direction des muscles vers le cortex sensitif. Et du coup, ça participe aussi à l'augmentation, le fait de devoir contracter plus de fibres musculaires, ça participe aussi à la perception de l'effort. Et donc, on a ces deux aspects, feedback, feed-forward, et sans doute que, mais ça c'est moi qui le dis, sans doute que lorsque l'on fait du trail ou de l'ultra-trail, les deux jouent un rôle, le feedback plutôt sur les parties descendantes et le feed-forward plutôt sur les parties montantes. En schématisant, Ouais, c'est ok. mon avis. Voilà. Et certains pensent que c'est que l'un ou que l'autre. Moi, je pense que les deux peuvent être impliqués, surtout entre elles. Et voilà. Mais tout ça, ce sont un peu des histoires de discuter, quoi. Ok. Mais non, je pense que ça correspond quand même à une certaine À une réalité, certaine réalité, oui, j'allais dire, c'est comme une réalité réalité. au moins partielle. Et dans un des, je pense que je l'ai lu sur ton site, quand tu dis, nous sommes rendus compte que le système nerveux est déficient. C'est le système nerveux qui est Hmm. déficient lors d'efforts longs, bien plus que les muscles. Et tu dis, par exemple, les quadris peuvent perdre jusqu'à 40% de leur puissance lors d'un ultra, dont les deux tiers sont liés à une baisse de la capacité nerveuse à les activer. Ouais. Ce que tu Alors disais là, on est sur la fatigue centrale. Là, je parle de la fatigue centrale comme je l'ai définie au début, c'est-à-dire comme un au début. début, exactement. Ouais, ouais. C'est ça. Mais Exact. je trouve ça incroyable que justement, Après, et c'est plus ou moins inconscient en plus. ce que je sais pas, c'est quel rôle joue cette perte d'activation dans la commande centrale pendant l'effort. Est-ce que ça a C'est-à-dire, un je rôle ou suis pas? pas. Ça, c'est difficile à dire. On n'a pas vraiment d'évidence scientifique pour ça, donc
Ouais, je sais pas. Et du coup, est-ce que tout l'enjeu, quand on sait ça, quand on a compris ce que tu mettais en lumière, c'est de justement être économe sur notre système nerveux Bah, économe dans le le plus sens, possible? effectivement, le modèle de la chasse d'eau, on en a déjà un petit peu parlé, dit que si tu arrives parce que tu t'es trop stressé, tu as mal dormi, tu t'es disputé avec ton conjoint ou ta conjointe ou tes enfants étaient chiants la semaine avant l'UTMB, bah oui, ça va contribuer à arriver dans un état de stress, de fatigue mentale, etc. Et donc, quand tu vas partir, bah, tu seras déjà avec un niveau de perception d'effort plus élevé que ce qu'il aurait dû être si tout s'était bien passé pour toi la semaine d'avant. Ça veut dire aussi qu'il faut faire le plus de sommeil possible avant. Donc l'extension de sommeil, on a travaillé aussi là-dessus, pas encore dans le cadre de l'ultra, mais sur d'autres efforts et ça marche. Donc essayer de vraiment de dormir le plus possible. Voilà, ça a quand même des applications un peu pratiques tout ça. Euh, on n'a pas besoin de ce modèle pour faire ça, mais je pense que quand on raisonne avec ce modèle qui explique, de mon point de vue, si ce n'est tout, beaucoup de choses, ouais, ça met du sens derrière les pratiques que l'on peut avoir. Il n'y a pas eu encore, c'est ce que tu dis, d'études sur justement le sommeil pour les athlètes ultra-endurants? Ou peut-être pas que dans l'ultra-trail, mais dans l'ultra-endurance, ça doit exister quand même. Je parlais de. Alors, nous, on a publié quelques papiers. Il y a d'autres auteurs qui ont publié des choses sur le sommeil, le lien entre ce que faisaient les athlètes en termes de gestion du sommeil, avant la course, pendant la course, etc. Il y a des choses sur l'effet de la privation de sommeil sur les performances en endurance. Mais là, je parlais de l'extension de sommeil, cette stratégie qui consiste à étendre, à dormir le plus possible la semaine avant Mm. un effort. Ok. Quel qu'il soit d'ailleurs, enfin d'endurance, quel qu'il soit, mais encore plus évidemment si cet effort comprend lui-même une privation de sommeil, comme un ultra, là, il n'y a pas d'études là-dessus. Nous, D'accord. on avait envisagé de le faire là, avec une nouvelle thèse que je co-encadre avec un collègue qui s'appelle Mathieu Berger, et c'est la thèse de Romane Giray, la doctorante, sur justement qui est de travailler sur extension de sommeil et ultra. Finalement, on a réfléchi, on s'est dit que ça allait être très compliqué à objectiver vraiment la performance et donc les effets de l'extension de sommeil. Et donc finalement, on a fait marche arrière, on est revenu sur une étude finalement de labo classique, mais avec de la course à pied, donc un effort qui va durer une heure et demie. Donc on n'est pas de l'ultra, mais par contre avec de la privation de sommeil. Donc il y a quand même un lien assez direct avec l'ultra, mais ce sera la première étude à ma connaissance D'accord. qui traitera les effets de la privation de sommeil et de l'extension du Mm. coup ou pas avant sur des efforts prolongés en course à pied. Ouais, et puis sur les capacités cognitives, j'imagine aussi. On Enfin, va s'intéresser aux capacités cognitives, mais ça, il y a déjà des choses qui ont été faites là-dessus. Ça, c'est pas original, y compris nous, on a fait déjà des choses. Et ça montre, on montre que ça marche effectivement. Mais il y a eu d'autres études avant nous, de RUP et compagnie, qui avaient montré ça. Mais voilà, en tout cas, l'extension de sommeil et les effets sur la performance motrice en course à pied en particulier, ça sera la première fois à ma connaissance. ok, ok, ok. Rendez-vous dans 2 ans pour la fin de la thèse. Est-ce que tout ce travail justement que tu as mis en lumière depuis, bah, ça fait quasiment 20 ans, hein, depuis que tu m'as dit que tu as fait tes premiers papiers sur la chasse d'eau, euh, 15 ans, la chasse de Wayne. est-ce que c'est ce qui a petit à petit amené à aujourd'hui se servir de plus en plus du RPE dans les, enfin, je fais là, je trace un grand trait, hein, mais on a vu arriver cette notion de RPE dans les plans d'entraînement, quand on a un coach ou quoi, c'est maintenant de dire, avant il y avait que la difficulté de l'effort, comment était la séance, est-ce qu'elle était dure, pas dure, bon bah en gros une séance de seuil c'est dur, un jogging c'est pas dur, bon voilà, ça c'était assez basique. Et il y avait toujours les mêmes réponses. Et depuis quand même quelques années, on a de plus en plus, enfin les coachs font de plus en plus attention à cette notion de RPE, ressenti de l'effort, donc. C'est-à-dire qu'on peut avoir une séance, un jogging, une petite séance cool d'une heure, endurance fondamentale, et on a un ressenti d'effort affreux sur cette séance. Et vice-versa, on peut avoir une séance de seuil en côte qui s'est super bien passée. Il y a un rapport justement avec ça pour justement à détecter cette fatigue ou c'est pas du tout. Je pense que ce serait extrêmement prétentieux de ma part que j'ai joué un rôle dans le fait effectivement que RPE est de plus en plus un outil connu. Alors ça c'est connu RPE depuis Borg, je crois que son premier papier c'est 82, donc tu vois ça date vraiment pas d'hier. Ouais, Mais ok. effectivement, les sports d'endurance c'est de plus en plus utilisé. D'ailleurs je confirme ça puisqu'on a fait, c'est en cours là, de publication. On vient de terminer une collection de données sur une étude où on a demandé l'avis de 40 coachs trail de haut niveau, d'athlètes de haut niveau. Donc j'aime bien citer les gens avec qui je travaille quand même parce que s'ils sont pas là, notamment les doctorants, ben, c'est quand même eux qui font le boulot. Donc l'étudiant en question, il s'appelle Thomas Fry, enfin Thomas c'est un français, donc Thomas Fry.
et donc co-encadré par Mathias Géry et Marlène Biondolini. Donc Et- cette étude qu'on appelle une méthode Delphi, on a effectivement interrogé les coachs sur leurs pratiques en général. Et effectivement, donc je confirme que la partie RPE est utilisée par une grande majorité d'entre eux en fait pour quantifier la charge. Mais je pense que ça vient plus. Non, c'est vraiment pas en lien avec la chasse d'eau. J'aimerais D'accord. pouvoir le dire, mais la vérité, c'est pas vrai. Je pense que c'est plutôt la méthode Foster, Carl Foster, qui est un scientifique américain qui a proposé cette méthode de quantifier la charge avec durée de l'entraînement fois la perception de l'effort. Donc c'est ça qui a popularisé cette notion de RPE. Oui, c'est vrai que je pense que c'est utilisé comme il y a eu à peu près, ça fait 5 ans, le Covid, il y a eu l'explosion des coachs du coaching en ligne. Qui dit coaching en ligne dit qu'on n'est pas près de son athlète. Et si on n'est pas près de son athlète, on peut lui mettre des plans toutes les semaines, on ne sait pas comment il réagit. Donc ce RPE donnait un feedback justement sur... Ouais, c'est une façon quand même de quantifier les choses. Alors évidemment, ça reste subjectif. Alors après, il faut quand même le faire de façon correcte. Il ne s'agit pas de donner un nombre. Et bon, les gens qui, alors moi, c'est pas mon cas. Hein. À la fois, je travaille avec ça et la chasse d'eau est basée un peu là-dessus. Et en même temps, je ne crois pas que je sois le meilleur exemple de personnes qui utilisent cet outil de façon, comment dirais-je, juste, rigoureuse, etc. Comme je suis un physiologiste de l'exercice, j'ai un peu tendance à dire, bon, bah, c'est un outil psychométrique, ça ira très bien. En réalité, c'est pas ça. Donc, je prends conscience depuis quelques années, j'essaye de m'améliorer. Mais oui, il n'y a pas que dans la physiologie, il faut être rigoureux, dans la psycho aussi. Mais c'est pas facile parce que là, je donne un exemple alors personnel. Pour le coup, quand j'ai fait mes premiers week-end chocs, pour préparer mon premier 100 km, ça faisait peur. Voilà, ça faisait un peu peur de se dire je vais faire ça le samedi et je vais y retourner le dimanche. Mais ce qui était rigolo, c'est que de se rendre compte que le dimanche, même avec une grosse dose de fatigue, donc je partais avec une cuve bien, bien remplie de fatigue, Mm. le RPE était bon. Le ressenti d'effort était très agréable parce que je sais pas pourquoi, le corps était activé, parce qu'il y avait une sensation de d'être dans l'effort et Ça veut dire que tu avais, effectivement le RPE, c'est pas qu'une histoire de douleur musculaire quand même. Tu étais sûrement dans un état un peu de flow, peut-être content d'être là dans la il y avait montagne. une petite euphorie, ouais. Ouais, une petite euphorie. Mais c'est ça, en fait, c'est naturellement ce que tu aurais pu attendre avec des méthodes de préparation mentale. Et c'est bien, voilà, sauf que là, la préparation mentale, c'était peut-être la montagne, les oiseaux, les beaux paysages, etc. Mais Mm, ça en fait partie. C'est bien un peu, absolument. c'est plus ton métier que le mien, mais c'est bien un peu ce qu'on va essayer de faire, d'arriver à cet état-là, mais de façon volontaire et pas juste par chance ou par coïncidence, comme c'était peut-être ton cas là. Mais ça donne confiance aussi. Ta cuve, elle n'était pas vide. Si tu avais quand même de la douleur, de la veine, etc., mais Absolument. peut-être que tu t'attendais à ce que ça allait être plus difficile et donc en Oui. réaction, peut-être tu t'es dit, bah, finalement, ça va. Et puis aussi, sûrement, et c'est l'intérêt du week-end choc, tu avais, enfin, je sais pas, j'étais pas là, mais pas tout donné le premier jour parce que tu savais que tu Non. avais un deuxième jour. Et c'est Mm. ça l'intérêt du week-end choc aussi, c'est de ne pas partir trop vite et d'être déjà dès le premier jour dans un effort qui est proche de celui que l'on va avoir pendant son lutte. Ouais, mais comme tu dis, il y a plein de choses. Il y avait ce côté absolument psychologique de se dire, je pensais que j'arriverais pas à mettre un pied devant l'autre. Finalement, j'y arrivais, donc je suis content. Donc ça va mieux. Mais il y a surtout ce côté confiance. Ouais, je suis capable de faire, quand c'est les premières fois, il y a ce côté, ouais, comment je vais faire pour faire 100 km ou plus en n'ayant fait que des séances de 30 ou 40 bornes au max. Donc c'est quand même assez rigolo de Je se... vois que c'est possible et qu'on peut se surprendre et c'est une bonne transition avec le projet Zéro tout ça. Non, mais je te laisse terminer avant les autres questions. Mais c'est exactement ce que tu m'as volé la transition. Bon, alors C'est parfait. exactement ce que j'allais faire. Excuse-moi, C'est que tu couperas mon intervention. c'est ce côté-là où, en tout cas, ça a fonctionné à différents niveaux et c'était pour te rendre à César le Weekend Shock qui est vraiment sur différents aspects. On n'en parle que sur l'aspect, on n'en parle pas que, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'aspect physiologique. Voilà, physiologiquement, ça va te remettre dans les conditions plus ou moins que tu vas retrouver sur une fin de course, etc. Mais ça a d'autres aspects qui peuvent être. Alors aussi, ça peut faire du mal hein, si on le fait mal ou trop ou est trop près de la course, ça peut tout partir. C'est un petit risque, c'est sûr. Ah, c'est Mais clair. il faut savoir prendre un peu des risques dans la vie. Du coup, transition sur le projet, sur le dernier projet que tu es en train de monter. Il n'est pas encore complètement monté. Enfin, ça y est, tu en fais la communication ouvertement, mais il est en cours. Donc, le projet 0 tout 100, j'ai fait un tout petit préambule tout à l'heure. Je te laisse nous expliquer. Donc, quand on parlait de prise de risque, ben ça, c'en est une. Euh, Légère, ouais. ouais, légère.
Mais bon, c'est ça qui est sympa. C'est quoi l'idée? Donc, c'est de prendre des personnes qui sont complètement sédentaires et de les emmener, comme tu le disais, tu as juste oublié de préciser que c'était en 18 mois, à courir effectivement la CCC. En tout cas, d'être en mesure de terminer la CCC. Ils y arriveront pas. Bien sûr, j'aimerais qu'ils y arrivent parce que ça serait vraiment chouette pour eux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout qu'ils soient en mesure de terminer ce 100 km. Ceci étant dit, pourquoi? Donc, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la trajectoire pour partir de zéro, de sédentaire absolu, et aller à des athlètes qui sont suffisamment entraînés. Et on veut, bien sûr, c'est un projet sur la santé pour montrer les bienfaits de l'entraînement, pas seulement de l'activité physique 3 fois par semaine en suivant les recommandations de l'OMS. Ça, il y a eu suffisamment d'études, des dizaines, voire des centaines de milliers d'études qui montrent que l'exercice, ça marche, que c'est magique, qu'on ne peut pas être en bonne santé si on ne bouge pas suffisamment. Mais là où c'est un petit peu nouveau, c'est de dire que si on en fait encore plus, on est encore meilleure santé. Ça, c'est une théorie qui n'est pas partagée par tout le monde, y compris par certains de mes collègues, mais moi, j'en suis relativement convaincu, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Mais moi, je pense que pour 95, pour pas dire plus, pour cent des gens, le plus on fait d'exercice, le mieux on se porte. Euh, et puis, donc un projet aussi long, 18 mois pour les accompagner, etc. Le fait de le faire également outdoor, ça c'est une autre qualité du trail running. C'est pas seulement qu'on se bouge, c'est aussi qu'on bouge dehors, dans bah, tu l'as dit toi-même, dans des paysages magnifiques, en montagne, etc. Et ça, il y a quelques études qui montrent que les bienfaits de la nature en eux-mêmes sont intéressants. Les bienfaits de l'activité le sont aussi. Et quand on a la chance de faire les deux ensemble, bah, voilà, il y a une espèce de synergie et c'est encore mieux. Et voilà, donc 18 mois de préparation, on va les suivre régulièrement. Ils vont venir 5 fois à Saint-Étienne pour examiner un peu tout, y compris d'ailleurs le bien-être, la qualité de vie, le bien-être mental, la fatigue subjective, etc. Ok. Moi, je fais le pari que les gens ils s'entraîneront beaucoup plus et on pourrait se dire, bah, du coup, ils vont être fatigués. Je fais le pari qu'ils seront moins fatigués que quand ils étaient sédentaires. Ça, c'est à peu près certain, on verra. Rien n'est certain en science. Hmm. Il est sûr de moi, évidemment, je ne ferai pas l'étude. Mais bon, je serais quand même prêt à mettre un petit billet là-dessus. Si on fait pas n'importe quoi, et on va pas faire n'importe quoi, on va s'entraîner, on va les entraîner comme il faut, on va s'entourer de professionnels, notamment des coachs de école de trail. Il y aura sûrement la clinique du coureur qui va nous aider aussi en termes de prévention des blessures au tout début, etc. Donc voilà, il y a des partenaires, des gens qui sont un peu crédibles, je pense, connus dans leur domaine. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif avec toute une équipe, bien sûr, ici autour de moi. Ouais, je pilote le projet, mais c'est pas du tout mon projet, c'est un projet collectif avec des gens spécialistes du sommeil, du muscle, de la physiologie, du métabolisme, de l'IRM, des gens de l'os, enfin voilà, un peu tous les aspects un peu plus psychologiques, peut-être motivationnels. Enfin voilà, on va vraiment s'intéresser à tous ces aspects-là. On va pas faire ce type d'études tous les jours, donc on en profite. Bon, en même temps, on veut pas trop surcharger les participants, mais on va quand même en profiter pour examiner leur progression, y compris d'ailleurs sous l'angle de la performance. On va mesurer les changements dans la façon de courir, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue énergétique. Mais bon, ça reste quand même un projet essentiellement axé sur la santé. Et on fait le pari qu'on amènera 80%, bon, le chiffre, c'est pas le plus important, des gens à finir la CCC dans les temps ou pas. Bon, la difficulté de la CCC, c'est que bon, on est ravis que l'UTMB soit partenaire et ça, c'est vraiment chouette. Bon, comme ils ont soutenu mes études sur la fatigue, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ben, je l'espérais, mais après, voilà, qu'ils s'associent à ce projet-là, c'est vraiment chouette. Qu'ils mettent 42 sorts pour la CCC aussi au service de ce projet, c'était quand même pas gagné. Donc, c'est vraiment chouette. Ils nous soutiennent aussi par ailleurs. Donc on est ravi que ça se fasse sur cette course-là. Le seul petit bémol de la TCC, c'est que les barrières horaires sont quand même pas les plus faciles. Donc voilà, on verra s'ils arrivent à passer. Mais en tout cas, encore une fois, s'ils se font prendre par les barrières horaires, mais qu'ils sont en capacité de terminer quand même les 100 km sans sans amener l'attente et puis le faire sur une semaine, évidemment, bah, c'est ce qui nous importe. Et ça, on va pouvoir l'objectiver avec toutes nos mesures de laboratoire. Voilà, en gros le projet. Ouais, pas mal d'incertitudes, Ok. de la confiance malgré tout. Mhm. On verra. Donc là, on en est à effectivement plutôt dans la phase et depuis quelques mois déjà de lancer bah, la communication parce que dit communication dit partenariat, SNA, etc. Donc on est dans cette recherche de financement. C'est encore le cas. Je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais
si c'est pas dans 6 mois, il y a bien des chances qu'on soit encore dans cette phase de recherche de partenariat, même si je dois bien avouer que le projet plaît énormément et donc il y a déjà plusieurs partenaires et non des moindres, donc je ne vais pas en citer là aujourd'hui, mais qui nous ont déjà rejoints et d'autres qui sont en phase de le faire. Donc c'est super. Mais bon, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous souhaitez nous aider, c'est encore possible. Voilà, on cherche encore des partenaires pour se donner un petit peu d'air, pour pouvoir embaucher un petit peu plus de RH, voilà, qu'on soit pas obligé de compter chaque euro et qu'on soit un petit peu serein pour terminer l'étude. Il y a plein d'incertitudes aussi sur le budget, combien ça va nous coûter, parce qu'on ne sait pas où vont être, typiquement, on ne sait pas d'où vont venir les participants. Donc, s'ils viennent tous de très loin, bah, ça va nous coûter cher en train pour les faire venir à Saint-Étienne. Si on les trouve tous en Rhône-Alpes, ça coûtera moins cher. Donc voilà, on essaye d'assurer un petit peu nos arrières. Et puis, si on a un petit peu plus de budget, bah, on en profitera pour mettre encore plus l'accent. On a prévu de le faire dès le début. C'est évidemment un projet qui a un fort potentiel de communication. Bien sûr. C'est pas le cas de tous nos projets. Bon, il y a souvent, on a la chance quand on travaille dans les sciences du sport et sur l'activité physique d'intéresser le grand public plus que si je faisais des mathématiques fondamentales, évidemment. Mais celui-là est particulièrement dans ce cas-là où voilà, bon, depuis qu'on a lancé ça, je vois bien que ça plaît énormément. Bon, si on est là à en parler, C'est ce que j'allais dire, c'est aussi pour ça qu'on est en train d'en et parler. voilà, donc tout ça pour dire que l'on a mis l'accent dès le début sur la communication. Si on peut avoir encore un peu plus de budget pour ça, bah ça fait aussi partie de l'étude, parce qu'au-delà des résultats scientifiques stricto sensus, on aura, sensu d'ailleurs, on aura une forte valence communication, message que l'on souhaite délivrer sur ce projet-là de lutte contre la sédentarité, des risques de l'inactivité, etc. Et puis sur un projet après je m'arrêterai, je te laisserai éventuellement poser des questions, un projet dont on n'a pas encore parlé, mais qui est un peu moins scientifique parce qu'on aura moins de grandes cohortes d'athlètes à suivre, mais tout aussi important en termes de message, qui est le projet 0 to 40. On va prendre des personnes sédentaires évidemment, mais aussi soit atteintes de maladies chroniques, soit de handicap, et on va essayer de les entraîner à faire non pas la CCC, mais la MCC, là aussi sur 18 mois. Voilà, et donc qui seront intégrés au groupe des 40 coureurs du 0 tout 100, mais avec un objectif plus modeste, mais qui reste néanmoins tout à fait Ouais. sérieux, de faire 40 km en montagne avec du dénivelé, hein. La MCC, c'est pas le 5 km du coin, ça reste Ouais. une Il doit y avoir quoi, au moins 1005 ou 2000 mètres de dénivelé? ouais, ouais, j'ai même plus en tête, mais en tout cas, Quelque c'est un chose comme sacré ça? en montagne, ça c'est sûr. Et voilà, toujours dans le cadre de la semaine de l'UTMB, qui correspond aussi à la team adaptive de l'UTMB. Donc, il y a plein de Ah oui. synergies avec cette course-là. Mais là, on est encore en étape d'après, c'est-à-dire qu'on prend des gens sédentaires et on les prépare pour le 40 km. Ce sont pas, bon, c'est génial hein, ce qu'ils font, mais ce sont pas des gens qui courent depuis des années. On veut aussi montrer que c'est possible de s'adapter, y compris quand on part de sédentarité plus avec un handicap, ben, qu'on est capable en 18 mois de terminer un 40 km. Donc, en termes de message, enfin, si ça fonctionne, évidemment, là encore, part de risque. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle, il faut essayer. On va tout faire pour essayer d'avoir un suivi le meilleur possible en s'entourant d'experts en activité, pas seulement en coaching, mais aussi en spécialiste de la maladie, de la pathologie, en termes d'activité physique adaptée. Et puis, voilà, on fera de notre mieux et puis on verra. Ça nous mène. Je pense que c'est vraiment passionnant et je pense enfin, les facteurs pourquoi ça a autant de succès et autant de retentissement, on va dire, médiatique, ce projet. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est qu'il va un peu à l'encontre de ce qu'on dit. C'est-à-dire, on met toujours le sport santé, faire du footing, faire du jogging, pour le sport santé, comme on dit, ça porte bien son nom, entre guillemets, et le sport à outrance. Donc, dans la société d'aujourd'hui, quand on va faire 100 km, on est un peu dans le trop, c'est pas santé, justement. On passe le cap du sport santé. Et je pense que justement, d'aller démontrer le contraire, c'est ce qui fait que ça excite un petit peu tout le monde. Et surtout dans le délai mise avec le délai de 18 mois, on dit toujours aussi la même chose. Tous les gens, et avec les réseaux, voilà, les personnes qui disent je me remets en forme, j'ai 20 kilos et l'objectif c'est l'UTMB 2027. Ouais, ils se font tracher de tous les côtés. Ils disent ouais, fais les choses tranquillement, prends ton temps, machin, machin, ça sert à rien de faire ça. Donc je trouve que c'est ces deux aspects qui un peu excitent un petit peu pour se dire ah oui, et si ça allait mettre un coup de pied Ouais. là-dedans, ça serait marrant quand même. Après, si j'étais tout à fait honnête, j'avouerais que si on avait eu le choix, on aurait fait plus que 18 mois.
Enfin, si on avait le choix, on a toujours le choix, évidemment. Oui, C'est mais moi. c'est plus de moyens aussi. Voilà, 1 an de c'était plus de plus. moyens, il faut que ça reste faisable. Bien Mais sûr. et puis, il y a un petit côté un peu excitant, j'avoue, de Mais il y dire a le côté challenge, ouais. en 18. Après, tu noteras que j'ai pas choisi d'aller les emmener à finir l'UTMB Hmm. et de dimensionner ça pour dire la CCC, c'est personne peut nier que c'est un vrai ultra trail. Ouais. Et en même temps, c'est quand même pas un 100 miles, c'est un 100 km. Le dénivelé, ça m'inquiète moins parce que je crois que le fait justement qu'il y ait de la marche et qu'on alterne entre marche et course sera presque plus facile que si c'était un 100 km sur la route. Ouais, je pense, Je ouais. suis assez convaincu de ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, quand même, si on avait pu, le message, c'est pas de dire, bah oui, tout le monde peut y arriver en 18 mois, c'est facile. Allez, non, c'est pas du tout ça. Et que dans la vraie vie, ça sera pas comme ça. C'est, comme j'ai dit souvent en plaisantant, réservé à des professionnels. Donc, déjà, est-ce que nous, on va y arriver? C'est pas sûr, on verra. Peut-être qu'on se rendra compte qu'effectivement, à un certain niveau, je serais un peu surpris de ça, mais on va trop loin, effectivement, on en fait trop. Moi, je pense, comme je l'ai dit, que c'est pas vrai pour la grande majorité des gens. Et donc, c'est une idée reçue de dire qu'il y a une espèce de course en une courbe en U inversée, où oui, au début, quand on fait un peu d'exercice, c'est bon pour la santé, mais assez vite, si on en fait trop, si on fait attention, ou là, si je commence à faire pas 3 fois, mais 4 fois de la course à pied par semaine, je vais risque de me blesser, etc. Oui, les risques, ils existent toujours, mais si tu fais pas n'importe quoi, la vérité, c'est que faire courir 4 fois, c'est mieux que de courir 3 fois. Et inversement, personne n'a dit qu'il fallait absolument courir 4 fois. Il faut être actif, mais on peut être en bonne forme, assez bonne forme, sans courir 4 fois par semaine. On est d'accord. Puis il n'y a pas que la course à pied aussi dans la vie, c'est l'activité physique en général. Mm. Mais en tout cas, pour revenir au projet, moi, je fais le pari, en tout cas, que ces gens-là vont être très en forme avant de faire la CCC. Maintenant, personne ne peut nier qu'il y a une part de vérité en disant que oui, dans l'ultra, il y a des côtés un peu délétères pour la santé, mais je crois qu'ils sont plus liés à la course en elle-même qu'à l'entraînement qui nous mène à la course. Et Mm. que, idéalement, on voudrait que les gens s'entraînent pour l'UTMB et ne fassent pas Et ne le l'UTMB. fasse pas. Ok. Effectivement, la course en elle-même, enfin l'UTMB et les ultras en général, oui, on peut pas nier que c'est quand même un tout petit peu too much, mais bon, si on fait pas n'importe quoi, qu'on se prépare comme il faut, qu'on fait pas d'erreurs majeures de nutrition, de pacing, etc. Évidemment, on ne prend pas d'anti-inflammatoires et même d'antidouleurs, etc. C'est-à-dire comme pour faire le lien avec la première partie de ce podcast, on laisse le modèle de la chasse d'eau et les signaux de l'organisme Mm. fonctionner comme il faut. Je pense on se met pas en danger. Et puis après, il y a le côté chronique où il faut pas non plus faire 15 ultras par an, etc. Mais on peut être, enfin, je sais pas, il y a quand même c'est à la fois un bon et un mauvais exemple de prendre des gens comme Kylian ou des François Den, etc., qui courent depuis des années et qui sont en pleine santé, parce qu'on peut se dire, oui, ce sont des êtres exceptionnels, donc oui, c'est les gens ne s'identifient pas à ça. Et c'est peut-être aussi l'intérêt de ce projet Zéro tout Sens, c'est de se dire, oui, là, on va prendre vraiment au hasard des gens qui sont tout à fait sédentaires et inactifs, et on va faire une fois on se sera assuré qu'ils répondent aux critères et qu'ils ont quand même un petit peu de temps à mettre évidemment dans l'entraînement, parce qu'on n'est pas non plus magicien, il va bien falloir qu'ils s'entraînent à un moment donné ou à un autre. Bien oui, en prenant de façon un peu randomisée des gens comme ça, ben oui, ça marche, on arrive à les emmener au bout ou pas, on verra. Ouais, est-ce que je me pose une question là, ça va être une des dernières, on va clôturer gentiment l'épisode. Qu'est-ce qui alors déjà, comment tu les sélectionnes? Parce que tu as dû avoir quelques postulants quand même et postulantes. Euh, qu'est-ce qui motive les gens à venir faire un projet pareil? En Ben gros, écoute, quoi. pour l'instant, j'en ai pas fait encore d'appel à candidature. Ok. Il n'empêche que j'ai déjà reçu 50 J'allais dire, candidatures. même sans avoir fait d'appel, J'en voilà. ai reçu ouais, 50, un peu plus de 50 même, pour tout dire. Ok. La plupart qui seraient, d'après ce qu'ils écrivent dans leur mail, éligibles en plus. Donc, c'est pas juste des huluberlus, c'est des gens qui se disent, ouais, c'est l'occasion de changer de vie. Donc là, on va faire une annonce. Donc, on va ouvrir les préinscriptions, pas encore les vraies candidatures à l'UTMB cette année, en août. Donc, on fera une annonce, une conférence de presse, enfin, une invitation presse avec une petite conférence de presse sur le salon du TMB. A priori, ce sera le jeudi Ok. de la semaine du TMB à 15 heures à confirmer, mais a priori, ce sera ça. Et voilà, donc là, on va avoir, je pense, beaucoup plus de candidatures. Et qu'est-ce qui motive les gens? Ben, je sais pas, je te le dirai, je te le dis, j'ai une petite Ouais. idée, mais pour l'instant, je ne veux pas anticiper là-dessus. Bah, déjà, tu as dit changer de vie dans les C'est ça, c'est premières. l'occasion, je pense, de se dire, c'est un peu pour ça qu'on le fait, en disant, ben,
j'ai un rêve, j'ai une vie qui ne me convient pas, une vie de sédentaire, ça me convient pas. J'ai des très bonnes raisons d'être comme ça, sans doute ou pas, mais oui, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé beaucoup, j'ai ceci, cela. Et là, ben oui, ça me donne l'occasion que l'on me prenne en charge, entre guillemets. Alors, ça sera vrai et pas vrai dans le sens où on va quand même essayer de rendre les gens autonomes, associés au programme d'entraînement qu'on va leur faire. On va aussi les éduquer, entre guillemets, pour qu'ils puissent prendre en charge leur vie active par la suite. Parce que ce qui serait le pire pour moi, ce serait de dire, ouais, chouette, on arrive à les emmener à terminer la CCC, et puis qu'il y ait 80% d'entre eux qui retournent à leur vie sédentaire après. Alors ça, ce serait pour moi, ce serait un échec total. Donc on va essayer de leur présenter les choses comme il faut, pour qu'ils vraiment aiment courir, aiment faire de l'activité physique, etc. Et le but, c'est pas juste de faire la CCC, et puis voilà, je check, j'ai ma to-do list, je fais ça. Pas ma to-do list, ma bucket list, j'ai fait ma CCC et je retourne. Je crois qu'il y a malheureusement des gens qui sont dans ce cas-là. Moi, je trouve ça un peu triste pour eux, mais bon, peut-être qu'il y en a aussi qui, sans parler du projet Zéro tout 100, un jour, et c'est un peu comme ça, de ça qu'est né aussi ce projet Zéro tout 100, de se dire, bah oui, moi le premier, mais moi je suis c'est un peu différent dans le sens où, comme je l'ai expliqué au tout début, j'ai toujours fait du sport, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois les premières images, je me mets à la place des gens qui sont pas du tout du milieu et qui voient des images de UTMB, des gens qui pleurent au départ, à Qui dorment l'arrivée, sur les chemins, qui vomissent. qui voient, mais oui, il y a aussi ça, mais il y a Ouais, aussi quand ouais, même beaucoup d'images magnifiques, d'émotions, etc., qui se disent, ah bah oui, moi, c'est ça que je veux faire. bien sûr. Et je pense qu'il y a des gens, alors je ne sais pas combien de personnes, c'est difficile à dire, qui se sont mis, en tout cas moi j'en connais plusieurs, y compris des personnes obèses, des personnes qui étaient plus ou moins alcoolisées tous les week-ends, etc., qui se sont dit, bah ouais, bah, moi je vais changer de vie. Donc le projet, c'est ça au départ, c'est montrer que cette motivation peut nous amener à réellement changer de vie et donc de mesurer les effets, objectiver les effets de façon un petit peu plus concrète Hmm. que ça a lorsque l'on change de vie pour aller jusqu'à cette pratique que certains disent un peu extrême. Moi, je trouve pas ça extrême. Je trouve que c'est extrême parce que la majorité des gens sont complètement sédentaires, donc ça nous apparaît extrême. Si tout le monde était chasseur-cueilleur ou même était aussi actif qu'il y a 100 ans, oui, on se dirait, ah ouais, quand même, 100 km, c'est un petit peu beaucoup, mais bon, ça le fait. Et là, beaucoup de gens me disent, enfin, ont ce réflexe de dire, ouais, c'est complètement déraisonnable, etc. Moi, je crois pas que ce soit déraisonnable. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a des gens qui nous disent, bah oui, c'est évident, vous allez y arriver. Et puis d'autres qui nous disent, c'est impossible. Donc on verra, je pense, la vérité elle est sûrement entre les deux. Et ça me fait vraiment penser, ta pensée là me fait penser à quelque chose qu'avait dit Mathieu Blanchard dans un podcast il y a quelque temps, peut-être l'année dernière, où, où lui il parlait justement ce que tu viens de dire. C'est pas les 100 km, c'est pas ça qui devrait faire peur. Ce qui devrait faire peur, c'est l'écart de l'autre côté. On est extrêmement sédentaire, donc on est extrêmement dans le, je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire on ne sait plus se servir de son corps, etc. Et c'est ça qui est extrême. Et les 100 km ne le sont pas. Et il s'était fait démonter après ça en disant, bah Ah oui, non, bah mais moi lui, je suis il entièrement passe, d'accord avec il cette passe vision. ses journées et il avait Et fini. ça s'apporte d'ailleurs un nom, hein, ça s'appelle la dysévolution. C'est-à-dire que Oui, ça, ouais, l'évolution est dans le mauvais sens. pendant des centaines de milliers d'années, on a été actif. Et d'un Mm. coup, on a eu On cette s'arrête. dysévolution où on est devenu complètement inactif et sédentaire. Il y a une petite différence entre les deux. Je ne sais pas si on va prendre le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais en tout cas, on fait les deux. On est assis toute la journée et en plus, on ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment le pire. Et c'est les gens-là qu'on va aller chercher, nous, pour Mm. montrer que ben, ça, c'est pas normal. Ils sont en mauvaise santé. Euh, alors, ça se voit pas encore forcément beaucoup parce qu'ils sont jeunes. Donc, mais s'ils restent comme ça, c'est sûr que ça va se gâter assez vite. À 40 ans, à 50 ans, des fois même un peu plus. Voilà, il y a des infarctus maintenant, comme dirait François Carré, le cardiologue, Oui, les j'entends. maladies que l'on voyait à 60 ans, ben maintenant on les voit à 40, voire un peu plus jeunes. Ouais. Donc oui, c'est ça l'état qui est anormal, entre Et guillemets, c'est diabète de type le fait 2 d'être aussi, très sédentaire. tôt. Voilà, on a tout, le Ouais. surpoids, etc. Mm. Et c'est ça qui est pas normal. Là, c'est pas, j'aime pas utiliser ce terme normal, mais en tout cas qui devrait pas être considéré comme la norme. Et c'est ça la norme. Mm. Euh, et voilà, on devrait ne pas accepter de rester statique comme ça plus d'une heure. C'est ça. Et, euh, Ouais, ouais, et c'est ça. je C'est dis ça souvent en qui. plaisantant, mais je le pense en même temps, donc c'est à moitié en plaisantant, que de nos jours, si tu as quelqu'un dans une réunion, imagine dans une boîte, on a une réunion de 2 heures, quelqu'un qui se lève, il y en a qui commencent à prendre conscience de ça et qui font quelques mouvements d'étirement, etc.
c'est quand même la majorité des gens qui vont le regarder en disant il est même pas capable de rester 2 heures assis, se concentrer, etc. Ouais, c'est vrai. Et moi, je formule le vœu, en tout cas, je pense qu'on va y arriver, que dans, je ne sais pas combien, je ne sais pas si ça sera dans 10 ans ou dans 20 ans, à force, et c'est un peu notre métier, ce qu'on essaye de faire, tous les gens qui travaillent un peu qui travailleront un peu dans le domaine, de marteler ces messages-là. J'espère que dans 20 ans, la personne qui restera assise pendant 2 heures, tous les autres le regarderont en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il met sa santé en danger à pas bouger. Il faut bouger toutes les demi-heures, toutes les heures, se lever, marcher un peu autour de la table, etc. Donc, c'est une plaisanterie, mais à moitié seulement. En tout cas, juste pour terminer avec 0 tout 100, l'idée, c'est pas de dire oui, c'est facile, hein, j'ai commencé, mais je crois que je ne suis pas allé au bout de ma pensée, de dire oui, c'est facile, en 18 mois, tout le monde peut y arriver, etc. C'est possible pour tout le monde, ça, j'en suis convaincu. Sûrement sur un temps quand même un petit peu plus long que ça, pas non plus 10 ans. Le corps est vraiment adaptable, l'humain est fait pour bouger, et c'est ce qu'on va montrer, on va essayer de montrer à travers ce projet-là. 18 mois, c'est vrai que c'est un petit peu too short. On aurait pu idéalement, si ça avait été faisable de le faire en 3 ans, je pense que j'aurais choisi sûrement cette durée-là, mais 18 mois, c'est déjà très long pour une étude scientifique. Mm. Mais voilà, l'idée, c'est de dire c'est faisable pour tout le monde. Allez-y. Maintenant, voilà, ne croyez pas que vous allez pouvoir y arriver forcément en 18 ans. Donc, en 18 ans, en 18 mois, on va aussi délivrer ces messages-là, y compris d'ailleurs des messages de dire oui, c'est possible de le faire, ça ne veut pas dire que vous devez absolument le faire. Et par contre, on essaye de vous montrer que oui, ça rend en bien meilleure santé. Si vous faites déjà 10 ou 20% du trajet pour aller dans ce sens-là, alors faites déjà un peu d'exercice, c'est déjà mieux. Et puis si vous pouvez en faire plus et progressivement plus, c'est encore mieux. Voilà en gros les messages qu'on va essayer de passer, qui ne sont pas des messages absolument originaux, mais l'étude en elle-même l'est. Et voilà, on espère qu'on va contribuer modestement à notre façon à cette bataille et cette bombe sanitaire, pour reprendre les termes de Régis Juanico, je crois. Et si vous y arrivez justement à arriver à transposer cette perception justement de dire que c'est notre mode actuel qui est extrême et que faire sans borne en montagne, ça ne l'est pas. Oui, il faut Mm. s'entraîner un petit peu, certes, mais bon, ça ne l'est pas. Bon, ça sera énorme, hein, évidemment, mais par contre, ce qui serait problématique, c'est que pour briller après à la machine à café, il va falloir s'envoyer des doubles torts des géants, quoi. Donc c'est ça le problème, hein, c'est Ouais, que bah, ouais, non, non, voilà, je sais bien que c'est une blague, hein. tu dis en plaisantant, je sais, mais justement, ça, c'est les gens qui sont comme ça, qui veulent absolument leur veste de finisher pour la machine à café. C'est ça. Ils font ça qu'une fois et après ils arrêtent, et c'est vraiment triste pour eux, quoi. Donc, faites de l'ultra, oui, mais pour les bonnes raisons, pas pour des mauvaises raisons. Maintenant, non, non, l'idée, c'est surtout pas de dire que Non, c'est pas banaliser de l'effort, repousser etc., le et de dire curseur. que 100 km, c'est normal. Non, 100 km, c'est bien au-dessus. Nos ancêtres faisaient 20 km par jour. Mais c'est tous les jours. Mais C'est- par contre, Quand on oui, fait 20 km tous les jours, 100 ouais, km, c'est pas normal. Ça reste un effort quand même ok. extrême, mais c'est beaucoup plus abordable. Et en tout cas, ça ne nous paraît pas aussi démesuré que ça paraît à la majeure partie des gens. Je te laisse avec une dernière petite question, mais avec une réponse courte. Si Je peux tu pas faire devais ça. me... Si, ah, tu vas voir, normalement, ça va être facile. Si tu devais tu pouvais me recommander une personne pour passer dans le podcast, quelqu'un avec qui tu as travaillé, quelqu'un qui t'inspire, une personnalité, peu importe, qui pourrait venir un peu témoigner aussi dans le podcast, ce serait qui? Ça dépend de quoi on parle, de quel sujet. Si on parle plutôt du côté santé, il y en a un qui est vraiment, alors qu'on écoute, qu'on entend aussi beaucoup, mais François Carré, le cardiologue, Oui. lui, vraiment sympa, c'est à l'écouter. Il a des anecdotes qui sont vraiment chouettes, et puis un discours évidemment qui est très carré, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, François, ça peut être une bonne Ok. personne. Sur l'entraînement, ben, on a déjà parlé de Seb Cornet pour École de Trail. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui sont hyper intéressants et inspirants. Enfin, j'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas qui sont sympas à écouter. Ouais. Ça Euh, marche. voilà, non, mais il y en a plein dans les scientifiques, dans les athlètes. Il y a plein de gens qui sont aussi super. Ah, j'ai une, je termine, dernière promis. Dans les athlètes, tu me disais, est-ce que, je sais que tu as été je sais pas si tu l'es toujours, mais en conseil ou en support, je sais pas trop comment dire, avec le team Salomon. Est-ce qu'il y a des athlètes qui ont justement utilisé, alors moi, bah là, préparation mentale, hein, je vais revenir sur mon sujet, qui ont utilisé ça ou qui l'utilisent de manière vraiment stricte, comme certains autres sports peuvent le faire, ou ça se voit pas encore? Ouais, certains le font. Certains s'attachent les services de préparateurs mentaux. Maintenant, c'est un petit peu secret professionnel malgré tout. Même ça, je suis pas sûr que
Si je citais un nom, la personne serait contente OK. que je la cite. Bon, il y a pas de voilà, c'est pas une secret défense, mais un petit peu quand même, donc je préfère Oui, ça reste toujours un peu pas. confidentiel. OK, d'accord. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas le cas de tout le monde, de façon OK. en tout cas, formalisée avec un coach. C'est le cas de certains effectivement, mais je préfère pas dire qui. OK, ça marche. Bon, je te laisse avec les questions. Je te encore merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de passer dans le podcast. C'était super intéressant et comme tu dis, ça aurait pu durer 1 heure de plus. Merci pour tout. Je te souhaite, très bon courage et que justement, on va suivre le projet Zéro tout 100 avec grande, grande attention. Ouais, donc vous pouvez effectivement aller sur le site internet. Je termine par un petit peu de pub, si tu le Ouais, permets. bah, je les mettrai en description Voilà, tous ces donc liens. 0 tout 100, 0 en chiffres, bah, postulement descriptif, j'invite effectivement les auditeurs à se rendre, là-dessus et puis, bah, je te donnerai aussi le lien de mon site perso, kinésiologie.com, pour trouver d'autres podcasts, interviews, articles Mmh. spécifiques pour ceux qui veulent, aller un petit peu plus loin. Et je rajouterai aussi Voilà, le petit lien justement qui va sur ton site de la chasse d'eau dont on a beaucoup parlé avec, le dessin, c'est très imagé, c'est parfait et je mettrai aussi en lien dans le descriptif de l'épisode. parfait. Merci encore, un Merci plaisir. à toi. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.